Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, pourquoi déjà nous recherchons plus de biomarqueurs dans l'imagerie tumorale? Alors, l'imagerie tumorale, souvent, c'est assez difficile. Dans quel contexte? Alors, déjà, dans la découverte d'une tumeur cérébrale primitive, on cherche d'abord de savoir quel est le type de la lésion, comment on la caractérise, quel est le grade de cette lésion. Finalement, est-ce que c'est une lésion plutôt de bas grade, haut grade, de grade intermédiaire? Est-ce qu'elle est en transformation? Est-ce qu'elle est aussi un contingent mixte? Et dans les cadres de nécessité de faire les biopsies, donc selon les réponses aux premières questions, donc on va s'orienter soit vers une chirurgie d'exérèse, soit vers la biopsie. On veut également savoir où aller faire cette biopsie pour être les plus pertinents possible. Donc, on a souvent les persignales flair, on a plus ou moins une prise de contraste, mais on a besoin de plus d'arguments pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Et là où les choses se compliquent, c'est dans l'imagerie aussi des suivis tumoraux. Parce que dans les tumeurs cérébrales, donc on va, comme on a vu, donc on va faire une chirurgie d'exérèse. Après, il y aura toujours la radiothérapie, la chimiothérapie, et puis le patient il va être suivi. Et là, une fois qu'on suit notre patient, à un moment, il y aura toujours dans les lésions de haut grade une prise de contraste qui va réapparaître. Et là, on va vouloir savoir, est-ce que c'est de la radionécrose ou une pseudoprogression, c'est-à-dire qu'en vrai, le malade, il ne progresse pas. Il faut surtout garder le même traitement parce qu'il n'y a pas beaucoup de différentes lignées de chimiothérapie, donc on ne veut pas arriver en bout de course chez le malade. Ou est-ce que c'est vraiment une progression? Et là, il faut au plus vite pouvoir adapter le traitement pour éviter le flambée de cette récidive tumorale. Donc, on peut le faire avec les suivis. On va faire un bilan, on va voir que les lésions augmentent et puis ensuite, à bout d'un moment, on refait un contrôle. Si ça continue à augmenter, on va se dire, c'est une progression. Si finalement ça augmente plus, ça nécrose, on va dire probablement c'est une pseudo-progression ou radionécrose, initialement on s'est trompé. Ou la même chose pour la réponse, la lésion diminue, on recontrôle. Si elle diminue toujours, on se dit on avait raison. Elle diminue et puis peut-être elle va augmenter, c'était une pseudo-réponse. Mais comme on disait, on ne veut pas perdre du temps parce que dans ce cas-là, quand on se base uniquement sur le suivi, on va faire perdre du temps au patient et donc c'est une perte de chance. Donc on veut avoir des réponses plus rapides, plus immédiates avec une précision diagnostique plus élevée. Donc, le suivi de tumeurs gliales, c'est très fréquent, souvent après la radiothérapie, 2 à 6 semaines, et puis tous les 1 à 3 mois, selon l'évolution du patient. Il n'y a pas vraiment de gold standard, il y a de différentes écoles. Et on s'oriente toujours vers une IRM qui est multimodale, parce que finalement, comme on a dit, juste l'augmentation de la prise de contraste ou de l'hypersignal en flair, ce n'est pas satisfaisant. Donc, on va rechercher les célérités en diffusion et la perfusion, donc avec cette hyperperfusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la perfusion de tumeurs cérébrales, la perfusion classique, perfusion d'étoiles avec injection de gadolinium. Nous avons le marqueur principal qui est les CBV, donc le volume sanguin cérébral, avec également les temps de transit moyen et les flux sanguins cérébrales. Donc, globalement, souvent, ce qu'on en regarde, si il augmente, le volume sanguin cérébral, c'est qu'a priori, il y a une progression, alors que s'il diminue, il n'y en a pas. Alors comme ça, c'est bien, même sensibilité et spécificité dans les grandes études, elle n'est pas si mauvaise, mais quand on regarde les seuils de cette hyperperfusion, le problème, c'est que ça varie selon l'étude de 0,9 à 2,15, c'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, souvent, on a beaucoup de mal à donner une réponse. Il y a aussi pas mal de pièges. Il y a les traitements néangiogéniques par Avastin qui peuvent créer des pseudonormalisations des perfusions. Il y a des difficultés parfois d'interprétation avec les artefacts. Et finalement aussi le pronostic. Ce qui envoie cette hyperperfusion, mais quel est le pronostic? Le tissu est actif, mais est-ce que ça veut dire que ça va évoluer? Est-ce que ça ne va pas évoluer? On a souvent du mal à également répondre à toutes ces questions-là.
Il y a d'autres choses qui étaient proposées, comme la perfusion ASL, sans injection de produits de contraste. Là, ça peut être assez intéressant, notamment dans le cadre d'artefacts, parce qu'on a on est moins sensible aux artefacts, mais on a uniquement un seul marqueur, c'est le flux sanguin cérébral. Donc, on est pareil, un tout petit peu limité. Finalement, les performances, c'est en plus, mais les performances diagnostiques, ils restent variables. L'autre chose qui vient nous aider, c'est la TEP. Donc, en TEP, nous avons de différents traceurs pour étudier le métabolisme cérébral. Les plus fréquents étant FDG. Donc, FDG, c'est un marqueur un petit peu à tout faire. Mais le problème, c'est qu'il y a une forte fixation cérébrale physiologique. Le métabolisme glucidique est variable et en fait, il va augmenter dans le cas de différentes pathologies cérébrales, pas uniquement tumorales, et notamment dans les diagnostics différentiels de tumeurs, tels que peut être l'abcès ou neurosarcoïdose, mais aussi dans des processus inflammatoires, par exemple en post-opératoire. Donc parfois, on voit ici, par exemple, on a un hypermétabolisme en rapport avec le cancer, mais là aussi, on a des hypermétabolismes, on ne sait pas trop pourquoi, qui sont plutôt physiologiques. Et dans les bas grades, le métabolisme, il peut être variable, ça peut être négatif, donc ce n'est pas toujours un marqueur satisfaisant. Quelque chose un petit peu plus spécifique, c'est le marqueur DOPA. Là, on va les voir en comparaison dans la suite de présentation. Là, on fait une analyse par rapport au striatome. Donc, striatome, c'est quelque chose qui fixe physiologiquement le DOPA. Et donc, on va voir entre les fixations lésionnelles et le striatome pour pouvoir évaluer est-ce que le malade il progresse ou pas. Mais bon, finalement, on n'évolue pas s'il progresse. On évolue est-ce qu'il y a un tissu métabolique actif ou pas. Et pareil, la sensibilité et spécificité, il reste imparfait. De plus, dans cette étude que nous avons faite, quand on a comparé la perfusion avec la TEP, ce qu'on a remarqué, c'est que les clusters qu'on va voir en hyperperfusion et en hypermétabolisme, ils ne concordent pas toujours. Ce qui fait, c'est que finalement, le métabolisme et la perfusion, donc la néovascularisation et d'autres phénomènes qu'on peut observer, ça nous indique deux phénomènes qui peuvent être différents. Donc, on ne peut pas dire que la TEP peut remplacer la perfusion, elle peut la complémenter, elle peut donner d'autres arguments, mais elle ne la remplace pas. Donc, à partir de là, on a le sentiment qu'on a besoin d'aller plus loin dans cette analyse de perfusion pour avoir plus de marqueurs, pour pouvoir s'orienter. Alors, je vais vous donner dans quelques exemples dans ces contextes, dans quel cas ça peut nous avoir un intérêt. Donc là, c'est un premier bilan d'un homme jeune avec des céphalées. On découvre cette lésion, donc on voit ici que c'est une lésion qui est très large, infiltrante. On ne va pas pouvoir la réséquer. Dans tous les cas, pas complètement. Donc, nous avons besoin de faire une biopsie pour pouvoir conclure sur cette lésion. Donc, ici, l'hypersignal en flair est très étendu. Il n'y a quasiment pas de prise de contraste. Il y a quelques remaniements avec également une hyperdiffusion, peut-être probablement une hypercellularité. La question est-ce qu'on va biopsier cette lésion? Donc, on regarde les CBV, il y a déjà certaines zones qui sont plus hyperperfusées, mais on aimerait bien s'orienter plus. Alors déjà, SMRO2, là, c'est la partie la plus active donc, de la lésion qui consomme le plus d'oxygène. Donc déjà, on dit, en effet, il faut s'orienter vers cette zone-là. Donc ça nous conforte un petit peu, ça nous donne plus de précision. Et à l'intersection à cette zone-là, on a notre CTH ici, donc qui nous montre finalement qu'il y a cette région-là où probablement il y a la transformation qui a lieu parce que l'hétérogénéité capillaire, elle commence à augmenter. Et donc, on a allé biopsier dans cette zone-là. Et donc, en effet, c'était la zone en transformation. Maintenant, une autre histoire un petit peu différente. Donc là, nous sommes dans le cadre de suivi. Et là, c'est un patient, il a 47 ans, un astrocytome de grade 3, EDH muté, le chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie PCV. Puis, il a récidivé, il a eu encore une reprise chirurgicale avec exérèse subtotale. Et sur IRM, il y a doute sur progression de cette lésion basitemporale.
donc avec quelques prises de contraste. Les persignales flair assez larges, mais bon, les persignales flair, on ne peut pas trop se baser dessus avec toute le thérapeutique qu'il y a eu ce patient. Sur les RCBV, il n'y a pas grand-chose finalement. Alors que TEP, il y a une zone qui est assez hypermétabolique, donc on a un petit peu jeûné. Le TEP, il est un petit peu à la limite de seuil aussi. Donc là, on regarde nos deux marqueurs. Donc il y a le CTH, comme on disait, l'hétérogénéité vasculaire, et les OEF, donc c'est la fraction d'extraction d'oxygène. Quand elle augmente, ça veut dire que le tissu essaie d'extraire le maximum d'oxygène disponible pour sa croissance. Donc, finalement, on voit que dans cette région-là, il y a bien une progression lésionnelle. Et c'est là où on avait le doute sur l'IRM. Donc, ça nous confirme que ce n'est pas une radionécrose, malgré que les cartes classiques, elles étaient négatives. Et chez ces patients-là, il y avait aussi une autre chose. Il y a cette lésion qui est apparue finalement avec prise de contraste de parois assez fine. On ne voit pas grand-chose sur les cartes de CBV. Et on se demande est-ce que c'est juste une lésion nécrotique ou est-ce qu'il y a autre chose. Donc, comme il n'y a pas grand-chose comme ça, pareil, par rapport au striatome, le métabolisme, il est un petit peu limite, donc on ne sait pas trop. Et là, en fait, quand on regarde ces deux cartes, on voit que c'est exactement le même profil. Donc, ça nous permet aussi de comparer les profils avec plusieurs marqueurs. Et là, on dit c'est le même profil, donc c'est la même chose. Donc, nous sommes dans le cadre d'une, malheureusement, une deuxième localisation avec une extension de cette même lésion. Alors ici, notre histoire, donc un patient 51 ans, crise d'épilepsie. On découvre cette lésion gliale, donc un glioblastome avec tous les marqueurs qui sont en rouge, hyperperfusés, CMR2 augmenté, CTH augmenté. Le patient, il est opéré. Et donc ici, après, il y a une prise de contraste qui apparaît avec un hypersignal flair. Une prise de contraste assez large, donc on se demande est-ce qu'il y a un résidu, une récidive. Donc, et là, il y a finalement sur la perfusion, ça ne sort pas trop du bruit de fond, mais sur CMR2, on a bien quelque chose qui va assez dans le rouge. Et quand on recontrôle ces malades, un mois plus tard, là, il y a un hypermétabolisme en TEP qui apparaît exactement à cet endroit-là, avec augmentation également de EF. Donc, il a bien récidivé, alors qu'initialement, à ce stade-là, les autres marqueurs avec TEP, ils étaient encore douteux négatifs. Une autre histoire. Donc ici, c'est un glioblastome temporal gauche, IDH non muté. Donc chirurgie, radiochimiothérapie, T-modale, progression sous T-modale. Finalement, le patient passe sous ce signaux Avastin. Et il y a une prise de contraste qui augmente. Alors déjà, prise de contraste, il faut faire attention. Des fois, on injecte tout de suite, ça ne va pas. Donc, on reprend ces patients. Alors, la plupart de cette augmentation de prise de contraste, déjà, c'était un hypersignal T1 spontané. Donc, on s'oriente vers quelque chose assez remanié, hémorragique. Il y a quand même une petite prise de contraste en contact. Donc, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas les deux? On regarde la carte de RCBV. Il y a peut-être quelque chose par rapport au reste de la substance blanche qui est hyperperfusée, on ne sait pas trop. Mais quand on regarde le leakage, en fait, le leakage il est très important et quand on corrige pour ce leakage, en fait, on voit qu'il n'y a pas d'hyperperfusion à ce niveau-là. Les autres cartes, elles sont très rassurantes dans ces MR2 négatives. COV, ça c'est le rapport entre les CTH et le temps de transit moyen. Donc, normalement, si la pérogénéité capillaire augmente, le temps de transit moyen doit varier pareil. Et COV, elle montre le decoupling. Donc, ici, finalement, il n'y a pas du tout de vascularisation dans cette région. Le TEP est négatif. Donc, ici, c'était une nécrose gélatineuse sous Avastin. Donc, ça nous a permis également de nous rassurer. Alors, une autre histoire, ce patient-là, il nous a enquêté pendant 2 années.
Là, c'était rétrospectivement qu'on a retraité ces cartes. Donc ça, c'était en 2021, en patient astrocytome de grade 3, traité par Stupp. Mais il y a vraiment longtemps, en fait. Le traitement s'était arrêté en 2014. Et en fait, il a cette lésion qui est finalement très hyperperfusée. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut le traiter? Est-ce qu'il ne faut pas le traiter? Finalement, intuitivement, il n'était pas traité, et tant mieux. Quand on regarde les cartes, elles sont très rassurantes, autant CTH qu'OF. Et 2 ans plus tard, en fait, la lésion, elle diminue. Là, on voit juste un petit peu en bas un tout petit résidu, moins hyperperfusé, toujours CTH et COV négative. Et quand on regarde le TEP, ici, c'était plus hypermétabolique par rapport au striatum, alors que maintenant, ça ressort beaucoup moins du bruit de striatum. Donc finalement, ça nous aurait permis, parce que là, on était quand même assez inquiets, on l'a surveillé énormément. Là, c'est rassurant, c'est que il y a cette lésion, il y a un petit peu de néovaisseau, mais finalement, c'est une lésion qui est non évolutive. Alors, on peut utiliser ça dans d'autres pathologies. Donc ici, ça c'était un cas, on s'était un petit peu trompé. Donc c'est un patient, 72 ans, bilan de glioblastome, on l'adresse pour bilan de glioblastome probable. Alors là, on se dit, est-ce que c'est vraiment un glioblastome, une lésion bien limitée, un peu de persinal flair autour. Et quand on regarde toutes les cartes ici, ce qui est intéressant, c'est que tous les marqueurs, ils sont rouges, ils sont très bien localisés et tous colocalisés pareil. Donc en fait, il n'y a pas du tout d'hétérogénéité lésionnelle. Ce qui souvent on observe dans les tumeurs gliales de haut grade où la lésion, il y a des composants qui se comportent de façon différente. Là, tout se comporte de la même façon. Et le patient était opéré et en fait, c'était une métastase de cancer de sein. Dans l'autre cadre, dans les métastases, alors ici, c'est un métastase traité par Gamma Knife. Et en fait, on a souvent des prises de contraste résiduelles et on veut voir s'il y a quelque chose qui reste ou pas. Donc là, on fait des cartes. C'était un patient qui avait un peu bougé, mais on arrive quand même à avoir des cartes qui sont assez propres. Et ici, tout est rassurant. Donc finalement, on s'oriente vers la radionécrose et sur le suivi à bien confirmer qu'on avait raison. Finalement, dans d'autres lésions, on peut également se servir de la quantification. Donc ici, c'est une femme de 70 ans, bilan de lésions cérébrales. Donc quand même, sur l'aspect déjà imagerie, on a une petite orientation diagnostique. Mais c'est important, notamment dans le suivi thérapeutique, pouvoir faire des quantifications là-dessus. Donc on pense bien sûr à un lymphome déjà par rapport à l'hypersignal en diffusion, par rapport au fait qu'il n'y a pas trop d'effet de masse. Et ici, donc ça, c'est l'interface du logiciel. On peut mettre de différents contrastes, de différentes cartes. Et donc ici, on voit on peut faire des mesures. Donc on voit déjà que ça passe au-dessus de ligne de base, donc il y a bien un leakage. Et on peut quantifier l'RCBV avec leakage correction pour ensuite suivi notamment sous traitement. Donc pour conclure, il y a souvent des difficultés diagnostiques avec des marqueurs conventionnels. Et ici, Cerker nous propose de nouveaux marqueurs. Donc ça nous intéresse, on en a besoin. Il y a de différents marqueurs. Il faut qu'on voit lesquels est les plus appropriés dans quel cas. Mais on voit que ça nous apporte dans notre démarche. Et dans les perspectives, finalement, ce qu'on voudrait, c'est avoir des diagnostics plus précis et surtout le pronostic, pour adapter les traitements, pour évoluer vers une prise en charge plus personnalisée et éventuellement avec les algorithmes d'ELEA, pouvoir grouper l'ensemble de ces marqueurs multimodaux pour arriver à un pronostic et adapter les traitements. Merci beaucoup pour votre attention.